en 1972, ça tenait dans le volume d'un frigidaire. Alors ça impressionne les visiteurs, et au Carrefour de l'Air, on fait un carton, tous les gens viennent voir. En plus, ça bouge et ça parle. Hein. On a l'enregistrement d'une séquence authentique de trafic de 1996. Et à la fin du Carrefour, Catherine Monory et Christian Tilati, le conservateur à l'époque, viennent me voir en disant « Écoute Philippe, on a vu que autour de ton stand, ça désemplissait pas. Est-ce que pour 4 mois plus tard, là on était en avril, est-ce que pour septembre, tu peux nous présenter la position de contrôle, mais cette fois-ci dans son meuble ?» J'ai dit « Attends, les journées du patrimoine, c'est un week-end. Le bousin, on le monte pas pour un week-end et pour le démonter après. » Et là, tout de suite, il me dit, écoute, tu nous laisses 1 ou 2 semaines, on revient vers toi et on te propose un endroit. L'endroit, certains ont sans doute vu, hein, pendant une petite dizaine d'années, elle a été exposée au fond du hall des prototypes. Et effectivement, elle y est restée, sachant que ça n'était que le lieu provisoire de sa présentation, en attendant de justement créer une scénographie autour de la tour de contrôle. Alors on se met au boulot, et en 2008 aussi, on avait déjà un scénario de présentation, un groupe de pilotage qui tournait très très bien, réunion de décembre 2008, ça va vous rappeler quelques souvenirs, crise des subprimes, effondrement des marchés financiers. Au début de la réunion, les premiers mots du président qui pilotait le groupe nous dit « On n'a plus de budget. On se reverra quand on pourra. » Alors, voilà, on replie tout. Et il a quand même fallu 10 ans, finalement. Alors, on a continué à travailler, hein, en back-office, comme on dirait aujourd'hui. Et puis, quand Anne-Catherine Robert-Ogluten a pris la direction du musée, au moment d'une assemblée générale à Ma, où elle est venue faire son discours d'introduction, je suis allé la voir en lui disant « Madame la directrice, on a des choses dans les placards. » Et là, d'entrée de jeu, elle m'a dit « Impeccable, on relance le projet avec un objectif ambitieux qui était d'inaugurer, on a toujours les éléments Salon du Bourget évidemment, on va essayer d'inaugurer au Bourget 2021. » On se met au boulot. Et puis là, un autre événement, Covid. Parce que sur 2021, dans mes activités, j'ai des contacts. En fait, 2022, c'est le centenaire du contrôle aérien. Et la Fédération internationale des contrôleurs veut célébrer l'événement. Fédération internationale, ça regroupe des associations. Et en France, on n'a plus d'associations de contrôleurs. Il n'y a que des syndicats de contrôleurs. Vous le savez, on vous en parle à la télé des fois. Pas d'assos. Et il se trouve que le président du comité d'organisation du centenaire pour l'Europe, c'est un Français qui avait bossé à Eurocontrol à Bretigny. Et il appelle un directeur de la navigation aérienne retraité en lui disant, c'était Philippe Jacquard, on ne peut pas envisager de fêter le centenaire du contrôle aérien sans y associer la France. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut faire l'interface? Et Philippe Jacquard dit, adressez-vous à Philippe Renaud, il doit pouvoir se débrouiller. Et donc j'ai été intégré comme ça à ce comité d'organisation, et je leur glisse, au lieu de faire octobre 2022 et toute l'année du contrôleur jusqu'à octobre 2023, on commence en 2021 parce qu'on aura la couverture médiatique du Salon du Bourget. Tout le monde est super content, et puis voilà, je vous ai dit, Covid, et on repart pour un tour. Et en 2023, on a relancé l'affaire. Donc, ça fait 20 ans qu'on est dessus, mais finalement, le travail ensuite a été fait et magistralement. Si vous avez déjà parcouru le lieu, vous verrez que la qualité d'exposition est tout à fait exceptionnelle. Alors, l'idée, c'est que dans cette première partie, on a le côté pilote, qui est peut-être familier, mais on commence avec des fondamentaux. Expliquer que une fois qu'on a rentré le train d'atterrissage, et ceux qui en ont pas, en DR400, vous savez qu'une fois que vous avez décollé, c'est très vite, on est à se demander mais où on est, et le suivi de la trajectoire est une préoccupation importante. Donc, les premiers éléments, c'est la trajectoire, déterminer sa position, avec donc un outil de présentation assez ludique,
qui permet de faire comprendre ce qu'est une longitude, une latitude, et donc une position. Ensuite, la présentation va être, sur cette première partie, beaucoup d'instruments à bord des avions, parce que là, on doit confesser quand même un gros défaut, c'est que notre administration, la Direction générale de l'aviation civile, comme beaucoup d'administrations en France, quand on introduit une nouvelle génération de matériel, comme on n'a en général pas beaucoup de place utilisable, et l'ancienne génération, on la met à la poubelle. Voilà. On la baigne. Alors que les Anglais, qui ont une culture du patrimoine, du moment que quelque chose est sorti du service, il commence par être préservé, par être mis dans un musée. On a introduit cette culture parce que depuis maintenant cette petite vingtaine d'années, il y a une consigne à la DGAC où tous les éléments qui sont obsolètes et retirés du service, on a un spécialiste technicien, un ingénieur ingénieur électronicien de l'aviation civile qui va estimer si l'équipement mérite d'être conservé. Et c'est ce qui explique que dans cette première partie, il y a quand même beaucoup plus d'instruments et d'objets qui sont dans un poste de pilotage que d'instruments de contrôle quand vous allez voir dans la deuxième partie de l'exposition. Alors dans le parti pris, parce qu'on ne va pas tout regarder ensemble en détail, vous aurez 1000 fois le temps de le faire, on a sur chaque thème un focus sur le Bourget. Et donc, par rapport à des instruments, là, c'est un baromètre enregistreur donc qui sert à valider des records en avion. Mais vous allez voir que tout au long, il y a un élément de navigation assez marquant et qui est en lien avec l'aéroport du Bourget, puisque, et là aussi vous le savez, le Bourget va être pendant plusieurs décennies la tête de ligne de tout ce qui se fait en aviation civile en France. Et je peux le dire, c'est un terrain pionnier puisque à peu près tout ce qu'on a inventé, entre guillemets, dans les méthodes de contrôle, a d'abord été mis en œuvre au Bourget avant d'être généralisé dans tous les services en France. Il y a 2-3 éléments intéressants, enfin 2-3, tous sont intéressants, mais à souligner dans ce que je viens de dire. Donc, on présente pour le visiteur profane des instruments qui montrent, alors la nuance est importante, hein, l'attitude par rapport à l'altitude. Donc l'attitude, c'est la position de l'avion dans l'espace, alors que l'altitude, eh bien, c'est la hauteur au-dessus du niveau de la mer. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire la différence entre l'altitude et la hauteur. L'altitude, c'est au-dessus du niveau de la mer. La hauteur, c'est au-dessus du niveau du sol. Et donc, ces instruments servaient à ça. Et il y en a un qui est assez sympathique, qui paraît d'une triste banalité, c'est la montre bracelet. Et en fait, le premier aéronaute qui a été confronté au besoin d'avoir une montre bracelet, c'est Alberto Santos Dumont. Puisqu'il a en 1901, vous le savez, battu ce record qui était de faire le tour, contourner la tour Eiffel avec son dirigeable, et il fallait qu'il fasse ça en moins de 30 minutes. Donc il avait besoin de savoir s'il était dans les clous en matière de temps de parcours. Et après avoir réussi ce challenge, il discute au restaurant avec un certain monsieur Cartier, en lui disant qu'est-ce que j'ai galéré à sortir mon gousset pour savoir quelle heure il était. Et là, Cartier lui dit, écoute, je vais te faire un truc, tu n'auras plus besoin de le sortir de la poche, je te l'accroche là, et comme ça, tu ne lâches même pas tes commandes, tu pourras voir quelle heure il est. Et c'est comme ça que la montre bracelet a été inventée. Et là encore, en tant que pilote pour une grande partie d'entre vous, vous savez ô combien l'heure et le temps de vol écoulé est quelque chose de précieux en aviation. Celui-là, il est particulièrement intéressant. J'en reparlerai bien sûr là pendant la conférence parce que c'est un tournant de l'aviation civile et du transport commercial. On commence à inventer
un horizon artificiel. Il y a quelque part une photo où vous voyez l'horizon artificiel du point d'interrogation. Et en fait, chez Farman, le chef pilote, Génin, va combiner un anémomètre, un conservateur de cap et une bille. Et il va en faire le premier directeur de vol, en quelque sorte. Contrôleur de vol, c'est le premier instrument qui permet de faire du pilotage sans visibilité intégralement. Et donc, il va faire un vol dont je reparlerai, je vous l'ai dit tout à l'heure, au départ du Bourget, pour valider la possibilité de faire voler des passagers, même par mauvais temps, ce qui était, là on est en 1932, ça restait du sport. Hein. Tableau de bord. On va passer assez rapidement. Là, il y a des instruments qui sont magnifiques dans leur authenticité. Et je vais vous amener directement à celui. Au passage, et c'est une anion assez intéressante parce que je t'attends. Une animation intéressante parce que, évidemment, dans ce style d'exposition, ce qu'on cherche, c'est à attirer, captiver, passionner les jeunes et les enfants, ce qui explique la hauteur à laquelle ceci se trouve. Et donc, c'est une animation qui permet de comprendre comment on fait une visée astronomique et donc de la nave Astro dans le développement de l'aviation, en particulier au-dessus de l'Atlantique, dès lors qu'on n'avait plus de possibilité de repère au sol. Mais là où je voulais vous emmener, parce que cet objet est absolument magnifique, ouais. C'est ce roll note, c'est-à-dire que vous savez tous que pour suivre son vol et puis pas se perdre, eh ben on a un log de nav. Mais quand on va commencer à faire une navigation sur 5000 km et plus de 20 heures, eh ben il faut du papier. Et on va pas tout dérouler en avion, donc il y a un système de tourniquet qui permet d'enrouler au fur et à mesure de l'avancée du vol la partie du vol qui est déjà décrite et de dérouler la partie à venir. Et donc vous avez là le roll note de Costebellonte pendant la traversée, le Bourget, New York, en 1930. Donc c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si je devrais le dire. C'est une reproduction. L'original est quand même au Bourget, mais vous comprenez que ne serait-ce que pour les questions de luminosité, de ne pas abîmer l'original, c'est une réplique qui a été faite, mais elle est vraiment parfaite par rapport à ce que ça veut reprendre. Exactement. Hein. Il y a des choses, même on avait prévu un uniforme de contrôleur. Un jour, il sera peut-être dans la vigie, mais il y a effectivement à jongler avec les contraintes, la luminosité, etc. Mais le but, c'est quand même d'aller vers le contrôle. Aujourd'hui, la navigation, elle est largement facilitée, hein, vous savez, par les moyens modernes, les GPS et autres dérivés. Navigation par satellite, c'est le GPS. C'est bien. On va passer par là. Je vous devance pas trop pour pas vous perdre. On va dans cette partie-là. Ouais. Là, moi, je ne veux pas dire que c'était le bureau de Didier Dora, mais il est forcément passé par ici. Je fais Météo France, ouais. Et je fais de la prévision aéronautique, mais en 1991... Ah ouais, la météo, voilà. C'est les derniers qui ont quitté les lieux, c'est la météo et le bureau de piste, ouais, tout à fait. Alors, cet espace fait la transition entre les deux espaces, navigation et contrôle aérien. Donc on essaye de faire toucher du doigt aussi simplement que possible la structure de l'espace aérien.
parce que contrairement aux routes et aux autoroutes où c'est facile de mettre des panneaux, eh ben il n'y a pas beaucoup de bandes latérales sur les voies aériennes. Et déjà, voies aériennes, je vous montrerai tout à l'heure comment le concept a émergé. Et autour des aéroports et des aérodromes, il y a donc des volumes qui sont définis. Là, il y a une cartographie extrêmement précise. Évidemment, la précision de la navigation là fait que le pilote, il doit bien savoir s'il entre ou pas dans ces espaces. Certains sont libres de pénétration, et plus, évidemment, la densité du trafic a augmenté, plus certains espaces sont devenus réglementés. La première des réglementations, c'est le contact radio obligatoire. Et là, en disant ça, je touche du doigt ce qui peut être considéré, entrez, comme un malentendu entre les pilotes et les contrôleurs, parce que dès qu'on dit obligatoire, on se dit ouais, ils nous enquiquinent, on est obligé d'appeler, alors que l'aviation, pour tout le monde et pour les pilotes en premier, c'est d'abord le symbole de la liberté de voler et la liberté d'aller tout droit. Et c'est là où lever ce malentendu est important, parce qu'en fait, lorsqu'un service de contrôle demande le contact radio obligatoire, c'est pas pour embêter le pilote, c'est la condition sine qua non pour connaître l'ensemble des avions qui volent dans l'espace aérien qui est sous la responsabilité du contrôleur. Si un entre là-dedans sans contact, c'est le chien dans un jeu de quilles, on peut pas assurer la moindre information et encore moins le moindre espacement entre les différents vols. Donc c'est important à retenir que ce qui peut apparaître comme des contraintes dans le vol sont en réalité la condition d'un service de qualité. Et rassurez-vous, quand on touche un trait sur une carte, ça prend des mois, parce que les fédérations et tous les organismes impliqués dans ces dessins et cette cartographie sont attentifs à conserver le maximum d'espace de liberté, ce qu'on appelle dans un langage barbare la classe G, c'est aucun contact radio obligatoire, mais évidemment, comme sur les aéroports, la densité du trafic aidant, on a de plus en plus d'espace où le contact est obligatoire. Il y a un espace qui a causé pas mal de soucis pour les pilotes, vous avez dû voir ça sur vos cartes de temps en temps, ce qu'on a appelé l'espace de classe E. Et classe E, c'est un espace totalement bâtard. Ça existe au niveau international, mais ça dit qu'on assure l'espacement. Donc là, on a la responsabilité que les deux avions ne se rendent pas dedans. Entre les vols contrôlés et ceux qui appellent, mais par contre, on a quand même autorisé la pénétration d'avions qu'on ne connaît pas. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un avion de ligne en fréquence, on va l'informer évidemment l'espace des autres avions de ligne, on va l'informer de la présence d'un avion léger, et puis il peut très bien nous appeler en disant « dis donc, là je viens d'en voir un passer sous mon nez », et puis nous on ne le connaît pas. Et depuis une petite vingtaine d'années, parce qu'il y a eu des incidents recensés, et là encore on est dans un domaine, le contrôle aérien, où chaque incident est analysé pour évidemment en tirer des conséquences. Et au bout d'une vingtaine d'années, le combat a été ardu. Depuis 2005, on a vraiment décidé quasiment d'éradiquer la classe E en France, et on n'a que des espaces de classe D, donc espace dans lequel le contact radio est obligatoire, mais c'est bien la condition, encore une fois, d'assurer la sécurité. Il y a la présentation de mode de se représenter la situation aérienne. Je ne vais pas en parler trop longtemps ici avec vous, puisque ça va être, je l'aborderai à nouveau au cours de la conférence. Et puis on présente quelques équipements, parce que c'est intéressant de se représenter comment c'était. Les scopes, alors ils sont orange, et là aussi, les premiers qui ont fait des scopes les ont fait verts,
Me demandez pas pourquoi, mais c'était vert sans doute parce que c'est les premières couleurs qu'on a su faire. Le bleu, je sais que c'est la plus difficile qui a été possible de réaliser dans ce que sont maintenant les LED. Et la première fois qu'on met un scope vert sous le nez d'un contrôleur et qui bosse 2 heures dessus, le gars il dit plus jamais ça. Il sort avec les yeux qui pleurent. Et là, les fabricants, ici c'est CSF, hein, donc et Thomson un petit peu plus tard, ont la gentillesse de se pencher sur notre sort et nous pondent des scopes radar en orange. C'est peut-être surprenant, mais on n'empêche que dans tous les tests qui ont été faits, c'était la couleur la plus reposante. Et là, on peut travailler allègrement. Et celui de droite, paradoxalement, c'est pas un radar, en fait, c'est un écran de télévision, puisque à l'approche d'Orly, on a besoin, entre le contrôle régional et l'approche, d'avoir la même image pour autoriser un transfert radar. Ça, c'est une règle internationale. On ne peut pas dire à quelqu'un qui va avoir son radar d'un côté et puis l'autre de l'autre, dire « je t'envoie tel et tel avion » si ça n'est pas la même image radar. Et donc, à Orly, comme on n'avait pas le même, justement, radar sur le centre de contrôle régional et à l'approche d'Orly, eh bien, on leur a envoyé un déport du radar d'Atis-Mons qu'ils avaient sur cette télévision. Et là, quand on leur disait le matin à 7h, 7h30, la pointe d'arrivée, à l'époque c'était les air inter hein, sur Orly, quand on lui disait tu vois celui-là, celui-là, on était sûr qu'on parlait du même. Dans ces petites cabines, eh ben, vous aurez aussi l'occasion d'y aller. Il y a des exemples donc de communication contrôleur. Là, on vous montre ce qu'est la vision d'un contrôleur en vigie. Et j'en profite pour souligner un petit point intéressant, c'est que dans les vigies modernes, on a une visu radar. À Roissy et à Orly, ils ont le radar dédié qui les alimente directement. Mais un contrôleur d'aérodrome n'a pas le droit de faire du contrôle radar. Le radar, il n'est là que pour lui donner une information, c'est-à-dire qu'il va savoir ce qui est en l'air parce qu'il le voit au radar, mais l'action qu'il va entreprendre, c'est une action, soit parce qu'il va le voir dans le ciel, et quand c'est sur un aérodrome important où il y a du radar, mais où il y a quand même de l'activité de loisirs, et qu'on dit le sacro-saint prolonger la vente arrière, c'est parce qu'il le voit. Jamais parce qu'il le voit sur un radar. On n'a pas le droit de faire de l'espacement radar en contrôle d'aérodrome. On l'utilise comme info, alors c'est quand même intéressant, parce que le pilote qui arrive, qui a son transpondeur et donc qui est visualisé sur le radar, s'il est un petit peu perdu ou qu'il donne une position un peu approximative, là le contrôleur a la bonne information parce qu'il le voit au radar et qu'il connaît sa position exacte et donc il peut estimer à quel moment il va intégrer une vente arrière, des choses comme ça. Ce sont des aspects réglementaires qui deviennent très vite soporifiques. Hein, si vous avez, je vais pas vous faire un cours sur la réglementation aérienne, mais qui dans le contexte ici, je pense que c'est ces petits détails qui font la différence et qui permettent de comprendre le relationnel qui s'établit entre les pilotes et les contrôleurs. On va passer dans la dernière partie. On est dans les clous, là. Bien. Alors, je vous l'ai dit, pour qu'un contrôleur puisse rendre un service de qualité et assurer la sécurité, on a besoin de connaître l'intégralité du trafic qui va pénétrer dans les espaces qui sont sous notre responsabilité. Et donc, c'est ce qui a amené, au fil du temps, à créer l'obligation, à certains endroits, d'un dépôt de plan de vol. Le plan de vol, bon, c'est le formulaire sur lequel le pilote va dire « je pars à tel endroit, j'ai envie d'aller vers tel autre ».
ma route sera celle-ci, j'espère pouvoir partir à telle heure, je vais voler à telle altitude, et mon équipement est un tel. Quand vous déposez un plan de vol, alors dans ces années 80, donc c'est au bureau de piste que les pilotes de l'aviation générale déposent le plan de vol, et on commençait, là on est dans l'époque, ça va nous rajeunir, Minitel. Alors on peut commencer à déposer ces plans de vol au Minitel, et dans les bureaux de piste, on a un appareil qui finalement est à peu près un Minitel déguisé, sur lequel, donc là on a déjà des fonctionnalités automatiques, l'adressage va être tout de suite bon. Quand on met son terrain de départ et son terrain de destination, eh bien ça va automatiquement envoyer le message de plan de vol au terrain de destination. Et puis quand c'est un tout petit peu plus élaboré, c'est-à-dire avec des points intermédiaires et d'une façon générale des vols contrôlés, ça va desservir tous les organismes sur la route qui sont concernés par le vol. Donc ça, c'était à destination de l'aviation générale. Quand on est dans une compagnie aérienne, là, le pilote, il est aux opérations, hein, aux ops, il prend son dossier de vol qu'on lui a préparé, il voit la météo, il s'enquiquine pas, le plan de vol, c'est les agents d'opération qui l'ont transmis. Mais le but, c'est que tous les centres de contrôle donc, vont être informés. Alors, au gré de l'augmentation du trafic, bah, vous le savez, il y a des moments où on a été complètement saturé. Dans les années 70, alors pourquoi 70 ? Ben, 69, c'est la mise en service du Boeing 747. C'est le développement de l'aviation de masse et le trafic est totalement libre à cette époque. On n'a pas de moyen de le réguler. Et il y a des dépassements de capacité, les contrôleurs se prennent des charges absolument abominables. Et ça va amener, de fil en aiguille, j'en reparlerai également tout à l'heure, à créer un organisme de régulation des vols, dans lequel justement les plans de vol nous permettent d'anticiper à peu près sur chaque secteur de contrôle, et aujourd'hui à l'échelle européenne, sur l'ensemble des secteurs de contrôle européens, quelle sera la charge de trafic à un moment donné. On travaille sur des pas de 20 minutes. Et donc, on peut dire, de telle heure à telle heure, eh ben, il y aura 40 avions sur ce secteur de contrôle, si on ne fait rien, si on les laisse partir à l'heure qu'ils voulaient. Or, la capacité de ce secteur de contrôle, c'est d'en prendre 35 en une heure. Eh ben, les 5 qui dépassent, on leur dit, on calcule l'heure qui les fait entrer dans la case suivante, dans les 20 minutes où il y a la place. Vous partirez 5 minutes plus tard, le deuxième, bah, vous partirez 7-8 minutes plus tard, et on arrive à étaler, réguler le trafic de cette manière. Et les images là, bah, vous avez un grand centre de contrôle. Je sais pas exactement lui sur la photo, mais aujourd'hui c'est à Bruxelles, ce qu'on appelle le CFMU, c'est le Central Flight Management Unit, donc organisme central de gestion des plans de vol, qui dispose de toutes les informations de plans de vol d'Europe et qui mouline également avec les informations météo, avec les informations de disponibilité des moyens techniques, parce que si un aéroport a son radar en panne ou un équipement de navigation des infrastructures qui est en panne, ça va affecter la capacité globale, et donc c'est pris en compte à ce niveau. Et encore une fois, ce qui est vécu par le passager et par le pilote comme du retard, c'est quelque chose qui vise à assurer la fluidité du trafic et à assurer que quand on autorise un avion au décollage, on a les moyens, autant humains que techniques, de l'amener à destination. Le fameux créneau, ouais. L'heure que... On pourra se lâcher sur les questions, les remarques, les commentaires et les témoignages vécus à l'issue de la conférence. Alors, contrôle aérien, on l'a dit, et là l'exposition ne pouvait pas y échapper. Pour l'esprit du visiteur en général, c'est la tour de contrôle. La tour de contrôle, en fait, donc, gère ce qu'il est possible de voir. Donc, elle va gérer les atterrissages, elle va gérer la phase initiale de montée après le décollage. Mais dès que l'avion est à, on va dire, plus de 5 km, 6 km de l'aéroport, il est transféré au contrôle d'approche, où là, à l'inverse, les contrôleurs travaillent entièrement au radar.
Et la deuxième grande fonction donc de la tour, ça peut paraître surprenant, mais c'est la gestion des roulages au sol. Alors sur les grands aéroports, le tarmac, vous allez à Roissy, il y a une aérogare entière qui est affectée à une compagnie, donc c'est du personnel compagnie qui assure le pushback, le roulage, jusqu'à la sortie de l'espace géré par les agents de la compagnie. Quand ils entrent sur le réseau des taxiways, donc des chemins de roulement de l'aéroport, ça c'est géré par les contrôleurs de l'aviation civile. C'est une autre fréquence, il passe sur la fréquence sol et là il est sous la responsabilité des contrôleurs de la tour de contrôle. Il y a quelques accessoires sympathiques. Là vous avez le bâton de policier, hein, mais c'est les petites poignées lumineuses, là, je ne sais même plus comment ça s'appelle, qui permettent de faire avancer, puis hop, quand c'est en croix, le pilote, il s'arrête. Ça permet de travailler la nuit également, et puis ce qui est montré là, ben, ce sont des cartouches de système d'effarouchement aviaire, parce qu'un des grands périls de l'aviation, ben, c'est le risque de collision avec les avions. Donc on s'efforce de prendre toutes les précautions pour écarter les oiseaux des avions. Ça ne fait pas bon ménage. Et là, on arrive bon, sur ce que je considère, et vous me pardonnerez, comme le clou, en tout cas le point final de cette exposition, la position de contrôle que j'évoquais tout à l'heure. Et vous allez voir, j'en ai dégoté une photo in situ que je vous présenterai au cours de la conférence. Donc, une position comme celle-ci, dans un centre de contrôle régional comme à Athis-Mons, il y en avait 24. Donc, avec des dispositions qui ont changé au fil du temps. Elle est armée de 3 contrôleurs nominalement. Un qui a le casque sur les oreilles et dont la fonction principale, c'est directement de parler aux équipages. Le deuxième, il a aussi le casque, mais pour écouter ce qui se passe, parce que lui, sa fonction essentielle, c'est l'organisation, la planification du trafic. C'est lui qui va recevoir de l'imprimante qui sort automatiquement les strips, c'est-à-dire la version synthétisée du plan de vol utile sur la position de contrôle. Il va l'analyser rapidement, voir si le vol pose potentiellement un problème ou pas avec les avions qui sont déjà en compte sur la position, et il le place sur le tableau de contrôle de son camarade. Et en temps réel, s'il y a un besoin de coordination, c'est-à-dire d'aller appeler un secteur suivant pour dire « j'ai besoin de tourner tel avion », donc il va pas rentrer dans ton secteur exactement sur la route à l'endroit que c'était prévu, on doit obtenir l'accord des collègues de ce secteur suivant, et donc la charge de coordination est extrêmement importante. Souvent, on a un jeune contrôleur qui, lui, à la sortie de l'imprimante, va enfiler les strips, mais c'est une première approche pour apprendre comment ça tourne. Et puis rapidement, parce que ça, c'est une spécificité de notre métier également, les pilotes aussi d'ailleurs, mais pas tout à fait dans les mêmes proportions, c'est que dès qu'un contrôleur est affecté dans un centre, on va le former en double, mais le former sur du trafic réel, sur une position de contrôle. Alors, il a fait de la simulation avant, hein, un petit peu comme les équipages, mais on constate que entre parler à un avion au simulateur avec le casque sur les oreilles et tout, mais le jour où le casque, et on sait que c'est parler à un vrai, des fois, la voix, ça passe plus, c'est extrêmement impressionnant et il faut s'acclimater, se familiariser avec ça. Et donc, le numéro 3, bien souvent, est en fonction de contrôleur. À côté de lui, eh ben, il y a le contrôleur radariste qui est là pour le coacher, le briefer, pour reprendre la fréquence si jamais il patauge. Et puis, le deuxième, donc contrôleur également qualifié, qui fait la coordination que j'évoquais. Et ça aussi, c'est un détail qui n'en est pas un, parce qu'il faut bien se rendre compte, pour les pilotes, et pour les pilotes de ligne en particulier, que les 3/4 du temps, quand un contrôleur leur parle, c'est un contrôleur en cours de formation. Alors, c'est pas évident parce que ça veut dire que le pilote qui sait pas ça, eh ben il entend un contrôleur hésitant
Et c'est pas génial parce que cette incertitude, cette angoisse parfois transparaît par la voix et ça peut donner un sentiment d'insécurité aux équipages. Et c'est pour ça que la communication, on a des rencontres professionnelles en dehors de la stricte séquence de travail, le pilote dans son avion et le contrôleur sur la position, mais on a besoin de communiquer pour faire comprendre ça en leur disant le contrôleur, il est peut-être un petit peu hésitant, mais rassurez-vous, à côté, il y a quelqu'un qui tient les manettes et qui intervient en cas de besoin. Alors sur cette position qui est exposée, vous aurez le loisir de voir donc l'image radar, qui est une image absolument authentique. C'est l'enregistrement de 30 minutes de trafic donc de 1996, une séquence assez chargée sur un secteur de Paris Contrôle donc qui alimente par le sud-est l'approche de Roissy. Et vous avez sur l'écran qui est devant des extraits de cette séquence dans laquelle on va détailler, c'est-à-dire qu'on va expliquer dans un premier temps, avec une avance rapide sur l'écran, on part d'une situation où on voit une quinzaine d'avions qui vont tous à Roissy, tous en provenance du sud-est. Et on a extrapolé en disant, voilà ce qui se passerait s'il n'y avait pas de contrôle. Et donc, les 2-3 premiers, ça se passe pas mal, ils avancent, mais derrière, eh ben, il y en a 6 qui font un pâté sur une balise à 3. Et donc, on dit, bah, s'il n'y avait pas de contrôle, voilà, tous les 6, ils seront là. Or, il faut que, au transfert à l'approche, on ait le fameux petit train. Et donc, toutes les actions de contrôle ici sont expliquées. Quand on dit tourner à droite à un avion, on va montrer le virage à droite vise à le faire passer et l'aligner derrière un avion, derrière lequel il sera séquencé. Et à la fin de la séquence, eh ben, on visualise le petit train sur l'image radar. C'est ça que montre la position. C'est démythifier un petit peu ce qui se passe. J'ai l'impression d'être dans les clous, pour une fois. Tu te rends compte ?